Bienvenue à bord. Tu l'as vu? Allez, c'est parti. Préparation du mât pour le futur code D. Modification des réas, ajout d'une trompette. Alors là, il utilise la drisse de grand voile pour l'escalade. En même temps, le mètre ruban à partir du point d'amure pour ajustement de ses mesures quant au positionnement du réa. Bon. Lui, il fait ça tous les jours. Hein. Alors, il a emmené la perceuse, la disqueuse. Il y a 30 kg d'outils là qui sont montés sur la balancine, puisque la sortie de la drisse initiale de SPI était beaucoup trop proche, le réa beaucoup trop proche du génois. Donc l'objectif, c'est rehausser la sortie de drisse, pour parler simple, où il a fallu découper cet espace pour permettre l'entrée du réa dans le mât, fixé ici par deux vis, et en dessous la trompette qui permettra de minimiser les efforts sur le réa. Donc là, on a l'anneau de friction dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Donc en fait, la trompette qui va être en dessous du réa, la drisse directement ici, et non pas dans la. C'est pas la trompette, ça c'est pas le passage de drisse. C'est ça. C'est bien l'anneau de friction. Ah ouais, d'accord, nickel. Parce qu'on avait presque l'impression que c'était tellement travaillé là, ce petit tunnel, on avait l'impression que ça pouvait passer dedans. Bah, d'habitude c'est ce qu'on fait. Mais d'habitude c'est ce qu'on fait. C'est vrai que là ça donne une certaine. Et là ça donne, voilà, exactement, ouais. C'est top ça. Notre chaise, ce sera mieux. Chaise, ouais, je dirais. Pour les écoutes. Le sac est pas anti-UV, hein. Si. Il est anti-UV lui? Ce sac là, oui, c'est anti-UV. Ah nickel. C'est pas toujours le cas. Du temps, les gens d'ailleurs ils le laissent sur le pont. Bah oui. Et le temps de les quatre points, oui, il y a des sangles au niveau des quatre points. J'ai même deux cadennes là pour sécuriser éventuellement. Et là vous
voyez, c'est exactement le même principe que l'émerillon d'ailleurs. Ouais, des connexions là, ouais, ok. C'est vraiment Est-ce qu'il y a un entretien particulier sur les emmagasineurs? le cliquet, Le cliquet? les bras de spi quand vous voulez l'utiliser pour de vrai. Venir voir plus près. Ouais. On voit le cliquet. Le cliquet, c'est cette partie-là. Vous voyez? Ouais, d'accord. Voilà. Donc admettons que je veuille. Voilà, là il est en position neutre, vous voyez? Ouais, d'accord. Donc là on est en neutre, admettons. Vous voulez enrouler ou dérouler, peu importe. Donc Ouais. vous tirez dans un sens. Là vous allez voir, quand il y a cette vis, si vous voulez, il y a une espèce de came qui vient pousser sur le cliquet, vous voyez? Ouais. Et là il vient se bloquer dans cette position. D'accord. Ce qui l'empêche, si ça part dans l'autre sens, voilà, là ça bloque. D'accord. Donc là il faut relâcher un petit peu pour relâcher le cliquet. Oui, d'accord, je comprends, ouais. Voilà, Tout à fait, c'est ce ouais. principe-là. Ouais, ouais. Donc où il y a de la continuité dans l'enroulement ou le déroulement, où ça bloque. Si vous tournez toujours dans le même sens, le cliquet il restera dans le En même sens. continuité, ça reste en... Ouais, d'accord, ok. Exactement. Ouais, nickel. Voilà, s'il vous plaît. Ouais, sur le spi asymétrique, j'avais le même système, fermé, mais avec un aller-retour qui passait dans un système de, si mes souvenirs sont bons, il y avait un système de taquet coinceur. Donc on débloquait dans un sens ou dans un autre en fonction de l'enroulement ou du déroulement. Voilà, D'accord. là on a maintenant la tension de la drosse dans le mag. D'accord. On va voir, on voulait que ce soit plutôt en l'air pour que ce soit plus facile. Attendez vraiment que ce soit pas dans les pieds, vous pouvez le mettre au plus bas pour que ce soit. Ouais, ouais. C'est vous qui voyez. Ouais, ouais. Vous pouvez le mettre dans votre pit Ouais, pour le dérouler. ouais. On peut corriger son assiette? Alors c'est pas son assiette, c'est uniquement l'angle du mousqueton. Ouais, Par d'accord. rapport aux entrées de la galette. D'accord. L'entrée soit un petit peu plus vers l'endroit où vous allez avoir votre poste. Ouais, d'accord. Ouais. Plutôt que s'il partait comme ça, là c'était vraiment. Ouais, d'accord. Après là on est quand même on est pratiquement bon. La vis, elle est là. Ouais, d'accord. Voilà, là vous voyez, D'accord. je peux faire complètement tourner par rapport D'accord. au mousqueton qui lui ne bouge pas. Donc ce que je vais faire c'est que simplement le laisser à la position où il veut se mettre tout seul grâce à la tension du croisage. Le resserrer. Intéressant, c'est de directement le tomber et le plier directement dans le. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. C'est sûr que seul c'est. Ouais, ouais. c'est ça. Après, ce qui m'est arrivé aussi avec le SPI, c'est d'utiliser le génois. Si on est en navigation, comme ça le SPI, il allait se lever en descente dans le génois et ça évitait une chute à la mer ou des choses comme ça. Ça m'est arrivé et ma foi, ça peut être efficace dans certaines conditions. Mais comment replacer ce code D dans la hiérarchie un petit peu des voiles qui vont au-delà de la configuration standard grand voile génois? On parle de Genneker, on parle de code 0, on parle de code D, on parle de SPI asymétrique et SPI symétrique. Le code, a priori, c'est celui qui aurait la plus grande marge d'utilisation. Ouais. En fait, il y a ce qu'on appelle les voiles plates, les voiles qu'on va appeler creuse si tu veux. Les voiles plates, grand voile génois. Ouais. Mais aussi code 0. Et le code 0. Et le code 0, parce que simplement à l'arrière de ces voiles-là, on est sur ce qu'on appelle du négatif. C'est-à-dire que, alors, ou avec des lattes, si on veut. Mais la chute, globalement, de ces voiles-là, si on n'a pas de lattes à l'intérieur et qu'elles ont du positif, elle va battre sans arrêt. C'est un drapeau. Ouais.
D'accord. Les voiles de portant, elles sont obligées d'avoir ce volume à l'arrière pour que le point d'écoute et la voile se lèvent bien et se développent bien. Le volume se développe bien dans l'espace. Ce qui veut dire que globalement, si on veut remonter au vent, il faut une voile plate avec une chute négative ou bien des lattes. Et si on veut abattre et que la voile elle porte bien, on voit bien d'ailleurs les génois qui n'ont pas de volume, ce volume-là sur l'arrière. Qu'est-ce qui se passe dès qu'on abat? Le génois il tombe. D'accord. Là, on veut qu'elle vole, au contraire, qu'elle prenne le vent. Donc on a du volume sur l'arrière, on a beaucoup de positifs sur la chute. Et c'est tout ce qui fait la difficulté pour faire ces voiles de portant. C'est que si on veut qu'elle fasse du portant et aussi qu'elle remonte au vent, le cas des Génaker ou du code D, d'accord, et il va falloir nécessairement avoir une voile plutôt plate, mais avec ce petit volume à l'arrière. Et là, il y a un équilibre de dessin qui devient très pointilleux. Nous, on n'a qu'un dessinateur qui le fait depuis très longtemps pour chercher l'équilibre sur chaque bateau pour que ça fonctionne. Voilà. C'est le code D, il est dessiné par une seule personne qui est Pierlo Garnero, et du coup, il sait exactement en fonction de la triangulation de la voile. Donc dans l'espace, on crée, nous, quand on prend nos mesures sur le bateau, on crée dans l'espace le positionnement de la voile. Lui, ça va lui donner les côtes de la voile, et c'est là qu'il va mettre ses formes à l'intérieur des côtes, et qui va modifier les creux à chaque endroit, afin qu'on puisse à la fois remonter et à la fois abattre avec la voile. D'accord. Le spi asymétrique, lui, il va pouvoir que abattre ou faire du 90 degrés. D'accord. On parle de vent réel. Après, le spi symétrique, ça va être la même chose. Sauf qu'on va pouvoir brasser, donc on va pouvoir aller chercher le vent au vent de la grand voile et du coup abattre encore plus. Okay. C'est ça, mais d'accord. Globalement, du coup, ce qui veut dire que le code 0, c'est un immense génois et qu'il n'est pas du tout fait pour abattre. Le code D, au bout du compte, il a été inventé parce que on se retrouvait dans la situation où les voiles d'avant commençaient à diminuer en surface. Donc les bateaux commençaient à être un petit peu lents dans le petit temps. Et du coup, il fallait compenser ce problème-là. On se retrouvait à vendre des codes 0, c'est une très bonne voile. Mais on se trouvait aussi à vendre des spi asymétriques. Pour offrir aux plaisanciers une gamme de performance sympathique. Sauf que ça faisait 2 voiles, tout à fait, ouais. 2 budgets, 2 gros investissements. Ouais, et comme je l'ai dit dès le début, l'atout de tout ça, c'est la facilité de manœuvre. Si à chaque fois que tu es à 90 degrés du vent, le vent il bouge de 10 degrés d'un côté, tu dois changer de voile, le vent il bouge de 10 degrés de l'autre, tu dois rechanger de voile, la facilité on l'a plus quoi. On a tout perdu. Et puis en plus c'est 2 montages très différents, il y en a un qui est sur chaussette ou sur un magasineur, mais ça marche de manière très relative. Enfin disons que je trouve que le spi asymétrique sur un magasineur c'est quelque chose de technique. C'est pas donné à tout le monde. Je m'en suis rendu compte. C'est pas donné à tout le monde. Je m'en suis rendu compte que ça semblait... voilà. Alors que le code D, lui, c'est quelque chose de simple et facile, à la portée d'une très grande majorité de plaisanciers. Voilà. Le spi asymétrique, pour moi, le meilleur moyen de l'utiliser, ça reste la chaussette. D'ailleurs, tous les coureurs au large, qui ont des gros spi asymétriques sur des classes 40 ou des choses comme ça, ils sont pas sur un magasineur, ils sont sur chaussette, d'accord. Des spi asymétriques, un homme seul, un spi asymétrique de 200 mètres carrés, avec la chaussette, il peut se le rouler facilement. Sur un magasineur, il faut commencer à tenir les coudes d'un côté, pour tenir à peu près la voile gonflée, rouler de l'autre. On fait beaucoup de tours au début, parce que là-haut, tout à fait, voilà, il y a tout ce volume à absorber. On est vraiment dans 2 schémas différents. D'accord. C'est pour ça qu'on s'est dit il fallait une voile qui arrive à jonctionner tout ça. Et c'est le code D qu'on a produit et qui est arrivé. On l'a pas réussi dès le premier, faut pas croire. C'est toujours pareil, une idée comme ça se développe dans le temps. D'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour. Si tu veux être complet,
compris en plaisance, en recherche de performance. Mais il va te falloir le code 0, il va te falloir le SPI asymétrique et il va te falloir le SPI symétrique. Voilà. C'est le minimum. On n'en est pas là. Non, non, tout à fait. On reste dans de la croisière, on n'est pas là pour changer de voile en permanence, on n'est pas là pour faire peur aux gens aussi. Quand tu invites des gens à bord, ils ont envie de se régaler, de sentir que ça avance. Ils n'ont pas envie de faire du moteur. Le code 2D c'est top pour ça. Oui, et puis quand on est sous code, on est dans une autre dimension. T'as aussi, 8 nœuds de vent, t'as 10 nœuds de vent. Ouais. Tu te régales, le bateau il glisse, la mer est plate. Les gens ils prennent beaucoup de plaisir. On n'est pas dans les mêmes schémas que... Moi avec ce vent là je te dis, je le mets systématiquement à poste en sortant du port. Ouais. Je fais ma nave et je le rentre. Alors après si le vent monte ou quoi, rapidement je la fale dans le sac à code. Il faut que tu te fasses les petits lashings qui vont bien sur le sac. On va mettre le sac, il est anti-UV. Ouais, justement, j'avais posé la question parce que c'est pas systématique. Là, il est bien anti-UV. Le sac est anti-UV, il est aéré dessous. Ouais. Et il a des renforts pour que l'emmagasineur il abîme pas le pont. D'accord. Donc vraiment, tu peux laisser ton sac à code. Donc, soit sur le moi, je roof, laisse, soit devant sincèrement, le vent, moi, j'ai une petite technique qui m'appartient. Je plie mon sac à code, je laisse la mure fixée devant. Je rentre mon code dans mon sac et j'enlève juste la drisse de SPI. Ouais. Comme ça, le moment où j'ai besoin de l'utiliser, et ça il reste comme ça pendant toute la croisière. Ouais, d'accord. Dans le sac. D'accord. Dès que j'ai besoin de l'utiliser, j'ouvre mon sac, je mets la drisse, je l'envoie. D'accord. Et après, là tu sais que tu vas partir, je l'envoie avant de partir parce que je vois bien que la météo elle est au top pour l'envoyer. Mais pendant toute la croisière, il est pas dans les coffres. C'est le type de voile, si tu veux, tu les utilises énormément. Vraiment beaucoup. Mais dans la mesure où tu t'arranges pour que ce soit pas une manœuvre. Que ce soit vraiment quelque chose de naturel. Ah ben là on doit passer sous code plutôt que d'être sous génois. À la limite, aussi facilement qu'on sorte un génois. Voilà, exactement. De la plus tu seras plus tu te faciliteras. Alors nous on a tenté en tant que fabricant de faciliter les choses évidemment, par le biais d'avoir une drosse qui fonctionne super bien au niveau de l'emmagasineur, par le biais d'avoir ce sac à code qui va te faciliter la vie, tu vois. Mais voilà. Ce que je peux te conseiller, c'est de mettre un taquet sur le mât. Un taquet, même un tout petit taquet sifflé tout bête, tu vois, juste pour dire, quand tu le hisses du mât. Il existe. Voilà. C'est ce qu'on a fait hier. Tu clips, et puis après tu reprends de derrière. Et après on reprend ici. Voilà. Ça c'est vraiment, ça c'est vraiment super pratique. Tu te fais une petite, quand tu as utilisé plusieurs fois la voile, tu te fais une petite marque comme sur pour les la tension que tu estimes bonne, de manière à reprendre toujours la bonne tension et pas avoir de surprise, ou pas croire que tu l'as bien tendu et qu'en fait il s'est coincé dans l'enrouleur de génois. D'accord. Le truc un peu tout bête, mais malheureusement, tu vois, donc ça te permet aussi en le hissant au mât, c'est sûr que ça te permet de surveiller là-haut, qu'ils viennent pas. T'as vu où il risque de se coincer, hein, sur la tête de l'enrouleur là. Donc ça c'est vraiment, tu y fais attention. Moi je mets mon bateau à 90 degrés du vent. Pilote automatique. D'accord. Je vais à l'avant. Je prends l'écoute de code et je tire dessus d'un coup sec pour le descratcher. D'accord. Je prends la contre-écoute de code, de SPI si tu préfères, je la mets bien molle. Je reviens derrière, je borde et il se déroule tout seul. D'accord. Par contre, je le descratche avant et je prends du mou sur la contre. Quand je veux rouler, je me remets à 90 degrés du vent. Et je mets le pilote, je choque complètement l'écoute, je vais devant et je roule à grande brassée le plus rapidement possible. Plus je vais rouler vite, mieux il va rester droit pour s'enrouler. D'accord. Toujours à 90 degrés du vent parce que ça permet de l'éloigner des haubans et ça permet aussi d'avoir le vent qui souffle bien clairement dedans. Tu vois, si tu es trop portant, tu as la grand voile qui va te le masquer. Plus il va se tendre par le vent, plus il va bien se rouler. D'accord. Si ça fait du bruit, c'est pas grave. Du moment que ça fait du bruit dehors du bateau. C'est-à-dire quand tu choques et que ça bat et que ça fait du bruit dehors du bateau. Là,
c'est pas gênant, d'accord? Mais c'est le moment par contre où le fameux mousqueton risque de t'abîmer ton code, d'accord? C'est quand il bat pour le rouler, d'accord? Globalement, quand il est déroulé ou quand il est enroulé, c'est pas là qu'il va s'abîmer. C'est au moment où tu vas faire la manœuvre, d'accord? Donc c'est pour ça, moi, je préfère avoir des notches quand c'est possible. Moi, j'en ai enroulé un de 140 mètres carrés. Il y avait plus de 25 nœuds de vent, tu vois. On s'est dit, bon, là, on était en plus sur une manœuvre d'urgence parce que l'écoute de code s'était sectionnée. Donc, il est parti, quoi. Tu vois. Donc, on a de suite abattu à 90 degrés du vent. Le bateau, il a ralenti. On est allé devant. Ça faisait du bruit, oui. Ça faisait du bruit. 140 mètres carrés dans 25 nœuds, ça fait beaucoup de bruit, même, tu vois. Mais. Voilà. Plus tu roules vite, mieux il se roule. D'accord. Après, j'ai vu justement par rapport à l'enroulement sur les emmagasineurs, moi, il me semble de mémoire, le SPI qu'on avait à l'époque sur l'ancien bateau, c'était un système de blocage à ce niveau-là, mais ce n'était pas l'enrouleur qui avait ce nouveau système de cliquet. Ouais, le cliquet. Voilà. Oui. Ça, c'est une nouveauté, ça, au niveau des emmagasineurs. Alors, les cliquets, c'est une nouveauté. Il faut bien penser à une chose. C'est que les cliquets, ce sont des cliquets de repos. Ouais. Ce sont en aucun cas des cliquets pour laisser la voile enrouler devant. D'accord. Ok. C'est pas du tout la même chose. D'accord. Le cliquet, il sert à quoi? Je commence à rouler, j'ai un petit problème, ou je dois faire une pause parce que je suis fatigué. Il se met en action, il se bloque. Je peux faire ma pause ou ce que j'ai à faire, et puis je peux reprendre mon enroulement, d'accord? En aucun cas, les cliquets ne sont prévus pour que quand tu prends une vague, le truc il fait un quart de tour et il s'ouvre tout seul, tu vois? Ouais. Ça, c'est risqué. Donc, c'est pour ça aussi que je le roule de devant, parce que quand tu es coincé entre les filières, le bimini et la capote, tu peux pas faire des grandes brassades comme ça, tu vois? En général, quand tu utilises le code D, c'est que le temps il est plutôt clément. C'est pas trop gênant d'aller devant se l'enrouler ou se le dérouler. D'accord. Voilà. Ta question du coup? Au niveau des écoutes, bon là elles sont à poste. Moi je serais tenté de n'en mettre qu'une par rapport à la mûre, puisque de toute façon s'il y a un changement d'amure, il y a enroulement et après on passe sur l'autre bord. Ok. Donc parce que ça alors il y a des théories où on n'utilise qu'une écoute et puis ça fait tout un micmac, alors que de laisser les deux écoutes à poste stand-by en fonction de la mûre et au moment du changement d'amure. Si tu viens à faire ça, tu vas avoir un souci, c'est que tu ne peux pas changer d'écoute quand elle est en l'air. Enfin, moi en tout cas, je suis trop petit. Ah oui, après l'enroulement. Donc il faut que j'aille choquer ma drisse, clipper et redrisser. Voilà. D'accord? C'est l'inconvénient. Après, tu peux à ce moment-là faire une rallonge d'écoute. D'accord? C'est-à-dire que tu attaches un bout qui serait fixe, entre guillemets, entre ton génaqueur et ton écoute, qui fait 1 mètre. Ouais. D'accord? Et du coup, ton écoute, tu l'auras à portée de main pour changer ton écoute, d'accord? Ça c'est pas mal parce que à la limite, bon, si j'ai bien compris, il n'est pas conseillé non plus de mettre des choses métalliques, vaut mieux du textile directement sur l'œil de drisse. Personnellement, sur les écoutes de SPI, enfin les écoutes de code, je ne fais que des notches. Que des notches. Techniquement, quand moi je monte un code D pour un client, je lui mets jamais les mousquetons. Les mousquetons. Voilà, ouais. Je les mets pas parce que voilà, le moindre petit souci, tu peux faire un petit trou, c'est rien de grave. Après, ce que je peux te conseiller bien évidemment, c'est d'acheter de l'auto-vulcanisant. Et tu vois, sur le bateau d'un client hier, j'ai passé ma journée complète à reprendre tout à l'auto-vulcanisant pour que son bateau, bon, déjà ça fait propre, tu vois, c'est noir, c'est propre, ça bouge pas, et puis pour que son bateau soit pratique, quoi, tu vois. Mais clairement sur le code, tu vois, tu dis changer les écoutes, je suis pas contre du tout. Le truc, c'est que ce que je t'ai dit, c'est que moi perso, je vois le truc, plus c'est simple, moins il y a de manœuvres, plus je l'utilise. Si à chaque fois je dois me dire, ah attends, faut que j'aille mettre l'écoute. Je vais à l'avant du bateau. Ah merde, j'ai pas pris assez de mou derrière.
ou j'ai mis trop mou, elle est passée à l'eau. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, si les deux elles sont à poste, je me pose pas de questions. C'est vrai que quand je vais devoir tirer, c'est plus pratique de prendre du mou avant pour pouvoir la dérouler. Ouais. Si tu prends pas de mou avant, ben, elle va coincer un peu, tu la décoinces et tu la fais sortir. Ouais. Moi perso, je mets les deux écoutes. Voilà. Ouais. C'est sûr que les premières vidéos qu'on a fait sur le code ED, il y avait qu'une écoute. Ça peut être une très bonne solution aussi, mais le truc c'est qu'effectivement il faut toujours aller mettre la deuxième écoute. Voilà. Et le deuxième truc, si tu veux, c'est qu'on n'avait pas créé le sac à code. On n'avait pas créé tout ça. Donc l'installation avec une seule écoute quand tu pars de zéro est plus rapide qu'avec deux écoutes. Ouais, voilà. Ouais. Quand tu pars de zéro. Ouais. Maintenant, si tu es plutôt sur une installation où tu le mets, tu le plies dans son sac, tu le déplies et tu laisses les écoutes dessus, Ouais. mais en deux. C'est ça. Mais en deux. Tu lisses, tu déroules. Voilà. Parce que si tu plies dans le sac et que tu le remontes après, si c'est pas la même amure, il va falloir que tu te repasses ton écoute en plus. Ouais, tout Donc à tu fait. rajoutes toujours un Ouais, fonctionnement. tout à fait, tout à fait. Alors, au niveau du code spécifiquement, du code D, globalement, c'est marges déjà par rapport à la puissance du vent et ensuite par rapport aux angles, aux angulations. Les angulations, si tu veux, tu peux remonter très très serré au vent. Ah ouais. Tu peux remonter très serré Ouais. au vent. Le truc, c'est qu'en fait, tu vas avoir un delta qui va se faire de plus en plus grand entre le vent réel et le vent apparent. Ouais. Parce que tu vas tellement accélérer que ça va te faire abattre. D'accord? Quand tu vas remonter vers le vent. Mais globalement, dans 3 nœuds, 4 nœuds de vent, si tu mets ton code, tu l'établis à 90 degrés, tu le bordes et au fur et à mesure tu l'offres, tu vas pouvoir aller très très près du vent Ouais. apparent Ouais. et tu vas pouvoir aller à 3-4 nœuds, quasiment à la vitesse du vent Mhm. ou même à la vitesse du vent. Et ça, c'est super plaisant. D'accord? Mhm. Après, quand le vent va monter, il est évident que plus il va monter, moins tu vas arriver à le tenir serré Ouais. et plus tu vas être obligé d'abattre. Ouais. D'accord? La limite de portée au portant, Ouais. moi je dirais qu'il n'y en a pas énormément. On peut vachement abattre. Le truc, c'est qu'on est sur des gréements avec des grands voiles. Mhm. Si tu veux vraiment abattre et avoir un beau code D bien gonflé qui te tire bien le bateau, Tomber la grande voile, enlève la grande voile. on est d'accord. Voilà. T'enlèves la grande voile, tu vas voir la bulle qui se déploie, qui prend l'air, qui respire, et là tu vas vraiment pouvoir abattre, d'accord? Je te donnerai pas de degrés parce que chacun, Ouais. tu vois, les spies asymétriques c'est pareil, les gens ils te disent ah moi j'arrive à le tenir à 160, 100... Oui, Ouais. sauf que tu le fais venir au vent, tu choques de la mûre, c'est un travail technique après, et chacun a des... On est sur une voile simple, Ouais. donc je vais pas te dire jusqu'à 120, 130, oui, tu iras avec ton code D. Tu peux aller au-delà si tu enlèves la grande voile. Et puis après, si tu barres, si tu es accroché à ta barre, si des choses comme ça, tu peux encore toujours aller plus loin. Mais voilà, l'idée c'est que globalement, cette voile, quand le vent monte, tu vas te sentir en sécurité de la rouler parce que c'est facile à faire. Mhm. Mais voilà, les angles de vent, après, ben, y en a qui portent leur code D à 20 nœuds bien établis et qui n'ont pas de soucis si tu veux. Mhm. La question c'est toujours la même, c'est la marge de manœuvre que tu veux te donner dans la sportivité C'est et dans ça. les réglages tout simplement. C'est ça. Hein? Oui, après ça c'est au Voilà. fil de C'est au fil du temps, au fil du de temps et l'expérience. de l'expérience. C'est vrai que c'est très sécurisant d'enrouler le code D. Globalement, si tu veux le laisser devant jusqu'à 12 nœuds de vent, la meilleure solution, c'est de prendre les deux drosses, Mhm. l'aller et le retour, les tirer très fort à la main et les attacher serrés sur le taquet d'amarrage. D'accord, Là, si tu veux, ça va. T'as le cliquet qui fait son effet, d'accord, mais en plus du cliquet, ça va bloquer la galette. d'accord, D'accord? Voilà. ok. Mais vraiment, au-delà de 10-12 nœuds de vent, par sécurité, rentre-le. D'accord. D'accord? Alors ouais, j'avais une dernière question. Ouais. Bon, on entend souvent parler du fait d'avancer le point d'amure par rapport à l'implantation du génois sur l'avant. Bon, moi à une époque sur le précédent, j'avais fait un truc MacGyver qui était assez sympa et j'avais les facilités pour le faire. Moi, je voulais pas de tubulure qui traverse. Voilà, je voulais pas de ça, donc j'avais et ça, c'était tout à fait fonctionnel. Bon, là,
on n'a pas changé le monde sur le point d'amure qui existait. Ouais. On est quoi? Je sais même pas si on est à une quarantaine de centimètres du... L'important, Alors, qu'est-ce si que tu veux, ton avis là-dessus? l'important, c'est que l'emmagasineur et les meurillons, Oui, les deux pièces donc qui vont permettre l'enroulement du code D, ouais, soient bien dégagés de l'enrouleur de génois. c'est ça. Voilà. Ça, c'est l'important. D'accord. Après, il est certain que question performance, quand on est au portant, qu'on a un espar qui va au-delà du bateau Ouais. vers l'avant, on gagne en levée de nez. C'est-à-dire que ça va aider le nez à se soulager, et donc au portant, quand il y a du vent, le bateau il va mieux monter et mieux D'accord. surfer. D'accord. Ça c'est vrai. Ça, D'accord. c'est vrai. Maintenant, il faut rester là où on est, quoi. Tout à fait. Chacun a son objectif Ouais, personnel. bien sûr, ouais. Chacun a sa place. Le code D, c'est une voile pour la plaisance. Mhm, C'est pas une voile pour la course. mhm, D'accord? mhm. Donc si le code D c'est une voile pour la plaisance, la simplicité, c'est la meilleure solution. Donc, venir se mettre un bout dehors, venir tout ça, si c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas faire autrement sur le bateau, Mhm. oui, on va mettre un bout dehors pour pouvoir installer un code D. Mhm. En revanche, ça sert à rien d'essayer de faire le truc le plus long possible et le plus encombrant possible au quotidien et sur le pont, Mhm. qui augmente les manœuvres et ainsi de suite. Ouais, ouais. D'accord? On a quelque chose qui est fonctionnel, qui est prévu pour, ou on l'a pas, et on va chercher à faire quelque chose qui soit... Souvent, nous, tu vois, on s'embête pas à venir mettre des bouts dehors. Quand on peut, Mhm. on renforce le davier d'étrave, Oui, éventuellement c'est on ça. le rallonge très légèrement, Mhm. et on se fixe là-dessus. Ouais, Et ouais, ça bon, va très c'est très c'est bien. un peu ce qu'on On avait n'est fait. pas, je veux dire, on n'est pas au 0,2 nœuds de différence. On est déjà à gagner 2-3 nœuds ou à moins utiliser le moteur et prendre plus de plaisir avec la voile. Ouais, c'est ça. Voilà. On en est là si tu veux. Et après, il faut toujours ça, j'en aussi voulais pas. penser à la place de port, c'est que si tu viens faire une delphinière trop longue ou des Aussi, choses comme ouais. ça, le port il va pas t'oublier au passage. Ouais, hein. ouais, aussi. Voilà. Tout à Il fait. aura raison, hein, c'est son job. Hein. Ah, ouais. Mais voilà, faire un Ah, bout ouais. dehors qui dépasse de 20 cm de plus, ça peut te coûter 500 € par an. Mhm. Ah. Ouais, ouais. Voilà, Ouais. voilà. Ok. Bah, nickel. Allez. Nickel, Bon, nickel. Régalez-vous bien alors. Bah ouais, écoute, Vous après il y aura partez plus direct qu'à- Sardaigne. Ouais, je pense qu'on va même naviguer cette nuit. Ouais. Il y a la bonne météo pour la nuit là. Ça va pas être violent, mais bon, le but c'est voilà de regagner un petit peu le temps perdu, de se concentrer vraiment au moins 3 semaines sur la Sardaigne. Bon bah écoutez, Voilà, bon bah merci profitez hein, bien. d'être passé Sylvain, Allez. et puis bah, à la Bonne prochaine. journée, à la prochaine. Ça marche. Envoyez des photos. Ouais. Et